Bonsoir à tout le monde. Merci d'être venu pour assister à une conférence sur des nanas pour les data, qui va être présentée par Madame Sed. Je passerai la main après à Sébastien qui va vous laisser poser des questions à la fin, qui va présenter notre conférencière. Donc aujourd'hui, c'est la première des 3 conférences qu'il va y avoir sur l'IUT. Les 2 premières seront ici en amphi et puis la dernière se fera en ville. Je remercie Monsieur Anduze d'être venu, même s'il ne représente pas la mairie. Il est venu par amitié, nous dit-il. Et puis, et curiosité, bien évidemment. Et nos collègues du département d'à côté, Tech Deco, qui sont très impliqués dans les nanas, dans tous les mouvements qui existent sur les nanas. Donc, je vais laisser la parole à Sébastien qui va nous présenter cette conférence. Et il y en a pour 45 minutes. Oui. Donc, merci à tous et à toutes d'être venus. Comme a dit Madame Huffart, il va y avoir 3 conférences cette année. Donc, la première des conférences, c'est Madame Sed, donc des nanas pour les data. Elle a dit en rigolant qu'on fera une petite interro à la fin, mais mine de rien, il y a un petit peu de vérité puisqu'il y a un QCM à l'issue de, pas demain, ultérieurement. Donc, je présente la conférencière. Donc, Florence Cède, pardon. Elle travaille elle est chercheuse, elle est chercheur à l'IRIT et à l'Université de Toulouse 3. Donc, en tant que professeure, elle travaille dans un département d'IUT, l'IUT informatique de Rangueil. Et en tant que chercheur, elle travaille à l'IRIT, l'Institut de recherche en informatique de Toulouse. Le même institut dans lequel travaille Madame Kamel, pour information. Donc ça, c'est pour son côté enseignement. Côté administratif, elle est également vice-présidente de l'Université Toulouse 3, donc pour tout ce qui est développement durable et sociétal. Et côté recherche, elle travaille, je la laisserai peut-être aller plus en détail par la suite. Elle travaille sur tout ce qui est sécurité et protection des données personnelles, GIS, tout ce qui est également tout ce qui tourne autour des réseaux sociaux au niveau de la propagation des rumeurs et des spams en général. Et également, elle fait partie de quelques associations, donc l'association française d'informatique, j'imagine, et voilà, d'autres associations. Donc, je la laisse continuer et bonne conférence. Oui, voilà. OK, bonjour. Je suis ravie d'être à Carcassonne parce que c'est l'université de Perpignan et moi je suis originaire de Perpignan, donc je suis très fière d'être à Carcassonne. Vous connaissez les animosités entre Audois et Catalans, hein, donc on ne va pas revenir dessus, mais bon. Donc je suis ravie de vous rencontrer. Comme je suis professeure dans un département d'IUT, je sais que la journée a été longue. Donc, ne vous inquiétez pas, on ne fera pas long. Par contre, si vous avez des éléments, des questions à poser au fur et à mesure pendant l'exposé, vous pouvez… Ah, super, génial, génial. Vous pouvez tout à fait intervenir. Hein. Donc, je me présenterai au cours des slides pour vous expliquer pourquoi j'ai été confrontée à ces problèmes de données et de genre, on va dire. Hein. Donc, le titre est un peu provocateur. C'est volontairement présenté de manière binaire, mais je suis très consciente que la binarité n'est pas une réalité pour tout le monde et n'est pas une obligation. Donc, c'est juste pour caricaturer les choses. Et donc, je vais faire un exposé en
en 3 parties, en gros. Donc, la première partie, c'est le problème de la présence des filles dans les études informatiques, déjà au lycée, dans les études à votre niveau, et puis après dans l'industrie, hein, puisque, comme l'a dit Sébastien à certains d'entre vous, le but, c'est quand même que vous ayez des stages efficaces et que vous intégriez vite dans la vie active en étant bien formé par vos professeurs de l'IUT. Donc, la première partie, ça sera là-dessus. La deuxième partie, c'est sur tout ce qu'on appelle les biais. Alors, le terme de biais, c'est d'abord le biais cognitif, hein, c'est-à-dire ce raccourci que fait le cerveau à un moment donné par flemme, parce qu'il trouve que ça va plus vite de réagir comme ça. Donc, les femmes sont d'une, etc., et les hommes d'une autre manière. Bon, alors, il y a des femmes masculines et des hommes féminins. Donc, mais bon, le biais est installé. Quand on dit les femmes n'aiment pas les sciences ou les femmes n'aiment pas l'informatique, c'est un biais, parce qu'il y a des femmes qui aiment l'informatique, la preuve. Et ensuite, une troisième partie sur des ouvertures, des propositions. Bon, la problématique actuellement, si vous voulez, c'est lié au fait que le numérique est un domaine qui doit embaucher. Donc, tout d'un coup, peut-être qu'on découvre que les minorités, les femmes, etc., peuvent trouver leur place dans un domaine qui était jusque-là très, très occupé par les hommes. Voilà. Donc, je vais m'installer pour qu'on ait l'image et le retour, hein. Je vais passer sur ce micro. On peut augmenter le power. Oh, ça va là? C'est mieux? En visio, ça marche bien. Ou alors je garde le... Non, c'est bon. Et nous Ouais. saluons les personnes en visio. Carole et Marie-Christine. Voilà. Donc, le titre est un peu provocateur, je vous ai dit, hein, voilà. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est d'arriver à se poser des questions pour savoir comment les femmes considèrent le numérique et pourquoi les femmes n'aimeraient pas le numérique. Je dis numérique et pas informatique, hein, pour inclure tous les métiers, toutes les sensibilités. Et comment le numérique considère-t-il les femmes? Donc, j'ai mis ces caricatures-là, hein, parce que l'idée, donc, c'est un peu de, comment dire, d'alerter sur le fait que les biais qu'on connaît actuellement, qui sont des biais humains ou algorithmiques, risquent de se généraliser avec l'intelligence artificielle. Et donc, on risque les deux du fond. Là, si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez sortir. Il fait chaud, mais... Et donc, on risque de se retrouver avec... je vous ai dit que j'étais prof d'IUT, hein, donc l'amphi, je gère. L'idée, c'est comment vous dire, de ne pas extrapoler tous ces problèmes qu'on a actuellement de gestion, de discrimination, de minorité, etc., dans des environnements plus larges. Donc, je ne donnerai pas ma langue au chat aujourd'hui, je ne prononcerai pas le nom, mais vous pouvez évidemment après poser des questions sur l'actualité brûlante de l'intelligence artificielle. Ça, on ne l'avait pas testé. Non. Ah, il perd la main, ouais, il perd la main. Donc, juste pour reprendre, donc, professeur en informatique, à l'IRIT, etc. Et je mets en avant le fait que je suis vice-présidente pour vous expliquer après comment c'est, parce que dans la vie, on peut toujours râler et dire il n'y a qu'à faucon, et après, quand on a opérationnalisé les choses, c'est compliqué. Moi-même, quand je dis que quand on recrute des femmes enseignants, chercheurs, etc., c'est important et qu'il faut qu'il y ait de l'égalité, en fait, je le dis, mais ça se met pas en place, hein. Donc, la réalité, elle est parfois difficile à atteindre. Donc, vous voyez là-haut les sigles de la Société informatique de France, donc qui est la société savante, l'association Femmes et Sciences, qui est aussi présente en territoire carcassonnais, au doigt, donc qui essaie de promouvoir les sciences dites dures, formelles, entre guillemets, hein, ce qu'on appelle les STEM, auprès des collégiennes et des lycéennes, et donc le sigle de l'université Toulouse 3, qui est dans le cadre de l'université de Toulouse. Et puis, vous voyez un petit rappel de mon origine catalane. Donc,
tout ça pour dire qu'en fait, rien n'est fermé pour les filles, hein, tout est possible, hein, et que quand je dis à un moment donné, quand je prends cette parole investie par un certain nombre d'institutions, etc., et que je dis il faut des filles en informatique, on me répond, mais si les filles n'aiment pas l'informatique, elles n'ont qu'à pas venir, c'est pas grave, elles feront autre chose. Hein. Elles seront infirmières, médecins, c'est pas grave. Voilà. Hein. Donc la porte n'est pas fermée, elle est juste très, très, très lourde. Voilà. Donc, si on regarde un peu les choses, il y a deux solutions, deux en binaire. Hein. Donc, soit est-ce que vous pensez que les femmes et les hommes devraient avoir les mêmes droits, les mêmes opportunités? Soit vous pensez que oui, auquel cas, on va dire que vous êtes féministe, mais pas du tout. C'est juste que c'est normal. Et si vous pensez l'opposé, il vaut mieux que vous réfléchissiez, que vous repositionnez. Ça serait plus sympa. On risque de faire une boucle infinie, je suis bien consciente, mais bon. Allons-y, essayons. Donc, tout ce problème de l'égalité, en fait, il recouvre des problèmes plus importants hein, liés à la gestion de la diversité, à l'inclusivité, à la non-discrimination. C'est un vrai sujet, c'est un problème, ce n'est pas une fatalité. Hein. La porte est bien ouverte, mais elle est juste un peu lourde. Hein. Voilà. Et donc, on est actuellement, en tout cas en France et au niveau européen, on a mis très longtemps à poser les constats et maintenant on est dans une phase d'action où on va essayer de faire en sorte que les choses bougent et se réveillent. Donc, je fais une revue de presse que vous pourrez trouver dans la signature de mes mails ou sur ma page web, hein, qui permet comme ça de mettre en avant un certain nombre d'éléments publiés en anglais, en français, etc., sur ce problème de ce qu'on appelle le gender balance en informatique, hein, dans le numérique, c'est-à-dire le fait qu'il y a un déséquilibre entre les femmes et les hommes. Donc, vous voyez, c'est à tous les niveaux, hein, mathématiques à l'école, donc comment l'écart se creuse dès le CP, ça c'est issu d'un rapport de notre rectrice de région, Sophie Béjean. Comment régler les problèmes de genre dans la tech, c'est un vrai problème pour l'industrie. Il y a des biais ensuite qui s'installent. Hein, donc, je reprends, hein, on a parlé de la maternelle, de l'école, les études, mais à la fois dans les métiers également, il y a des biais qui s'installent. C'est-à-dire qu'il y a des boîtes qui vont devenir, on en parlera tout à l'heure, des best place to work, c'est-à-dire il y a une labellisation, une certification pour qu'il y ait certaines boîtes qui accueillent les gens dans des conditions de confort, de qualité, de respect de l'égalité, etc., qui est plus importante que dans d'autres. Alors, on essaie de faire plein de choses. Hein. Moi-même, j'ai mis en place les coding goûtés à Toulouse, donc qui étaient gérés par une association, hein, où les mercredis et samedis après-midi, on accueillait des enfants et on leur faisait faire des petits programmes en Scratch, hein, une programmation événementielle. Après, il se trouve que Scratch a été utilisé dans le cadre des études au collège pour qu'il y a des éléments de Scratch dans les maths au brevet. Hein, donc, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus intéressant, etc. Mais on a quand même toujours cette impression d'incompétence des filles en informatique qui est souvent liée à des problèmes juste de manipulation, de manette, parce que les filles sont peut-être moins gameuses ou les filles qui sont gameuses, elles ne sont pas dans les études informatiques forcément, etc. Gestion de câbles, etc. Moi, très souvent, quand j'arrive à faire des connexions parce qu'il y a un VGA, un HDMI, on me dit ah ouais, on voit que vous êtes informaticienne. Hein. Bon, c'est quand même pas ça l'informatique, heureusement. Voilà. Donc, vous voyez, c'est des lieux communs qu'on propage. Ça s'appelle des stéréotypes. C'est des idées reçues, on ne sait pas pourquoi. Bon, à un moment donné, on dit voilà, l'impression d'incompétence des filles, il n'y a pas de raison. Le cerveau, il est câblé de la même manière. Et tout d'un coup, il y a un levier fort qui est le besoin, on va dire, économique, etc., qui fait qu'en fait, dans les métiers du numérique, comme on a besoin de monde, eh bien, on a aussi besoin de diversité parce qu'on se rend compte que les boîtes qui sont gérées dans la diversité, elles ont de meilleurs résultats. Donc, il n'y a que des critères économiques derrière, il n'y a rien d'humanitaire, il n'y a rien. Mais tout d'un coup, la vision change. Et là, on dit, ah, mais tiens, pourquoi il n'y a pas de filles? On va recruter plus de filles, mais il n'y a pas de candidates. Ah, mince. Allons dans les universités, dans les écoles, mais il n'y a pas d'étudiantes, mince. Allons dans les lycées et il n'y a pas de filles en SPNSI, en première, en terminale, etc. Hein. Donc, voilà, c'est ce qu'on appelle la constante macabre, c'est-à-dire qu'en fait, d'un bout à l'autre, il n'y a pas de vivier. Donc, le problème, il est plus général, hein, c'est-à-dire qu'en fait, les spé scientifiques, elles ont été abandonnées avec la réforme du bac, que vous êtes en deuxième année, donc vous avez eu le bac voilà, avec les spé. Hein, bon. Et cette année, il va y avoir les vrais spé, c'est-à-dire les épreuves
du bac et plus en contrôle continu. Hein. Mais finalement, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, puisque vous voyez, l'école LIX a fêté les 50 ans de l'arrivée des femmes. Ce n'est pas vieux hein, dans l'école hein, récemment. Donc, c'est pas. Voilà, donc il y a des manifestes, il y a des chartes pour plus de diversité d'inclusion. On se dit peut-être qu'il faut adapter la pédagogie pour qu'il y ait plus de filles. Hein. Alors, on introduit de l'art, c'est-à-dire que des STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics, on devient STEAM avec un A pour art. Voilà. Hein. Donc, beaucoup de choses comme ça qui sont liées à la représentation des femmes, hein, la sous-représentation, les écarts de salaire, etc. Vous avez suivi peut-être le débat sur les retraites dernièrement et on vous a affirmé, on vous a démontré que les femmes étaient défavorisées par les régimes de retraite. Ce n'est pas qu'elles sont défavorisées en tant que femmes, c'est qu'en fait, du fait de leur carrière et de la gestion, etc., en fait, elles ont des niveaux de retraite qui sont inférieurs à ceux des hommes. Même dans l'administration, où en fait les femmes sont payées comme les hommes, on se rend compte qu'il y a des écarts de salaire. Donc à l'université de Perpignan, comme à celle de Toulouse, on a édité des index d'égalité entre femmes et hommes. On se rend compte que les femmes sont moins bien payées, elles ont des moins belles carrières. Alors parce qu'elles sont peut-être à temps partiel, parce qu'à un moment donné, elles ont pris des congés parentaux que les hommes n'ont pas pris alors qu'ils pourraient maintenant, etc. Hein, voilà. Donc, ce n'est pas un discours féministe que je tiens, c'est juste un discours actuel, citoyen, etc. Hein, ce n'est pas du tout. Voilà. La semaine dernière, se sont tenues les assises de la féminisation du numérique à Paris avec 3 ministres et les plus grosses boîtes, etc., qui ont dit que l'urgence était de diversifier l'industrie de la tech et d'arriver à avoir voilà, des représentations féminines. Hein. Donc, du coup, on met des photos de filles devant des écrans d'ordinateur. J'ai peur que ça ne suffise pas. Mais bon, on se donne de bonne conscience. Alors, je vais juste vous donner quelques éléments de vocabulaire parce que c'est assez intéressant de voir qu'il y a des gens très impliqués dans ces études de genre, hein, qui sont les Américaines. Et donc, elles ont mis des mots-clés, elles ont fait des métaphores sur un certain nombre de notions. C'est assez intéressant parce que je trouve que ça porte vraiment. Hein. Donc, vous voyez une image ici de ce qu'on appelle le plafond de verre. Ça veut tout dire. Hein. Donc, il y a un plafond, mais ce plafond, il est invisible. En fait, c'est ce mécanisme qui fait qu'en fait, les femmes n'arrivent pas à passer au-delà d'un certain seuil de responsabilité, de notoriété, voilà. Alors, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans la tech, dans le numérique. C'est quelque chose qui existe aussi dans le sport. C'est quelque chose qui existe dans les milieux artistiques. C'est quelque chose qui existe dans Top Chef. Top Chef, le gros mérite de l'émission Top Chef, c'est que ça permet de mettre des filles en avant, parce que si vous prenez la liste des chefs étoilés, etc., à part une à Valence en France, par exemple, c'est que des mecs. Donc, il y a un certain nombre de termes. Alors, je vous ai mis un peu en anglais, hein, comme ça vous fera réviser votre anglais. Donc, il y a un mécanisme qui s'appelle le tube de dentifrice. Vous voyez ce que c'est le tube de dentifrice? On appuie toujours au même endroit. Et au lieu de partir du bas et de faire remonter, c'est le tube de peinture, ça peut être ce que vous voulez. En fait, on appuie toujours au même endroit. Donc ça, c'est ce que subissent les femmes à certains niveaux de carrière parce qu'elles sont tellement peu nombreuses que ce sont toujours elles, toujours les mêmes auxquelles on fait appel parce qu'elles ont passé le plafond de verre, par exemple, etc. Donc si on met, c'est un peu la limite du système des quotas, si on met des systèmes de quotas à un moment donné, et qu'on demande aux femmes d'être présentes, en fait, comme il y a très très peu de femmes, c'est toujours les femmes qui sont présentes et qui sont sollicitées, pendant que les hommes ont le loisir de faire autre chose. Un autre terme, c'est le gender gap, hein, c'est-à-dire le déséquilibre de genre entre femmes et hommes, et le fait que selon qu'on est femme ou homme, on n'a pas les mêmes possibilités d'études, de carrière, etc. Dans les pays développés, a priori, c'est quelque chose qui ne devrait pas exister. Si on est en Iran ou en Afghanistan, on peut imaginer qu'il y a un vrai gender gap. Chez nous, ça ne devrait pas être, mais vous voyez, c'est quand même des phénomènes implicites assez importants. L'effet Matilda, c'est le fait que, alors ça c'est lié au domaine scientifique, c'est le fait que dans beaucoup de découvertes ou de représentations, les femmes ont été oubliées. Vous avez tous entendu parler de la découverte de l'ADN, la structure hélicoïdale. Eh bien, la personne qui a découvert ça, c'est en fait une femme, mais qui n'a pas été présente dans la liste des récipiendaires du prix Nobel pour cette découverte. Elle s'appelle Rosalind Franklin et en fait, c'est elle qui a, avec un de ses étudiants,
qui a fait la photo de cette fameuse structure hélicoïdale. Le cliché a été volé par ces deux encadrants, les deux supérieurs, les deux N+1 scientifiques qui ont déposé, ont fait les papiers et n'ont pas cité son nom. Ça vient d'une scientifique qui était là avant, et c'est une sociologue qui a mis ce prénom de Mathilda sur cet effet-là. Et c'est un effet qu'on retrouve très souvent. Hein. Alors très souvent, c'est lié au fait que les femmes n'avaient pas de statut, les femmes ne pouvaient pas. Donc Emma Chenu, première bachelière, Marthe Condat, première femme agrégée en médecine, etc. Donc comme les femmes n'avaient pas le statut qui leur permettait, elles faisaient les choses à côté, mais sans être officiellement déclarées. Hein. Le plancher collant, vous voyez bien l'image, hein, c'est un peu l'équivalent du plafond de verre, mais pour le plancher, le plafond de verre donc. Le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui n'est pas propre aux femmes, mais qui est majoritairement féminin. Hein, c'est je ne vais pas oser, je ne suis pas à la hauteur. Le truc classique, c'est comme vous dit, quand vous voyez une annonce, si un homme remplit 40% des critères, il va se présenter en disant je suis l'homme de la situation. Et si une femme est à 80%, elle va dire non, j'y vais pas parce qu'il me manque 20%. Encore une fois, il y a des hommes qui subissent le syndrome de l'imposteur et des femmes qui n'en ont pas. Hein. Je suis bien d'accord. Mais bon, voilà. Le syndrome de l'imposteur, c'est ça. Je ne suis pas à ma place. Pourquoi je suis là? Pourquoi j'irai candidater plus haut, etc. Qu'est-ce que j'ai là? Les stéréotypes, donc c'est ce que je vous disais. Hein, les femmes conduisent mal. Donc, quand vous avez un accident ou que vous avez quelqu'un qui freine devant vous, vous dites putain, ça doit entrer encore une nana. Une nana ou un vieux, ça dépend. Hein, voilà. Donc, ça, c'est des stéréotypes parce qu'après, quand vous regardez les stats, 92% des accidents sont provoqués par des hommes. Donc, finalement, peut-être que ce n'est pas tout à fait la réalité. Les biais, ils sont à différents niveaux. Et le biais cognitif, je vous dis, c'est ce raccourci qui fait qu'en fait, à un moment donné, le cerveau est flemmard. C'est démontré par IRM, EEG, etc. Et le cerveau est flemmard, il dit, oh là là, allez, pour aller vite, c'est une nana. Oh non, non, c'est une nana. Bon, je la recrute pas, je la prends pas de stage, etc. Hein, c'est ce genre de truc. Voilà. Mais comme ces biais cognitifs sont codés, etc., on risque de tomber dans des effets de biais algorithmiques ou de biais d'intelligence artificielle avec la massification. C'est ce qu'on verra tout à l'heure. On reviendra dessus plus longuement tout à l'heure. La notion de tuyau percé, le tuyau percé, c'est le fait que, en fait, vous voyez le tuyau d'arrosage là, puis au fur et à mesure, il y a des fuites. Hein. C'est-à-dire que même s'il y a quelques femmes qui arrivent à un moment donné dans le circuit, comme on les accueille mal dans les boîtes, le quatrième apéro à faire des blagues de cul, la fille, elle est seule, elle dit bon, c'est bon, je m'en vais, c'est pas la peine, c'est pas pour moi. Et où à 40 ans, en général, les femmes arrêtent parce qu'elles en ont marre des contraintes, etc. Elles deviennent prof de yoga ou coach en développement personnel. Voilà. Voilà le tuyau percé. Alors maintenant, il y a plein de notions nouvelles, hein, parce que comme si vous voulez, ces métaphores, elles sont porteuses. Hein. Dans l'opting out, c'est le moment où on démissionne de tout, on en a marre. Hein. Dernièrement, les deux ministres, la première ministre néo-zélandaise et la première ministre écossaise, elles ont démissionné, c'est un opting out. Elles ont dit, moi, je ne suis pas capable d'aller plus loin. Là. Je suis fatiguée, je sens que je suis arrivée au maximum. Voilà. Alors que très souvent, les hommes vont au-delà et ne se sentent pas du tout remis en question pour ces trucs-là. Attends, remonte-moi l'écran parce que du coup. Ah oui, merci Sébastien. La falaise de verre, c'est un truc qui est assez intéressant, c'est que ça caractérise un poste à responsabilité sur lequel il n'y a que des minorités qui sont recrutées. Donc, ça veut dire que c'est un poste dangereux, qu'on y met des gens qui sont en situation, effectivement, soit de minorité, discriminée, etc., mais qu'à terme, c'est un poste dangereux. Alors que sur des postes plus stables, on n'a pas du tout ce genre de discrimination. Et le dernier, c'est les queen bees. Alors, les queen bees, c'est les femmes, c'est les abeilles, les reines mères, là, vous savez, dans la ruche. Alors, ça désigne les femmes qui sont passées à un moment donné au-delà du plafond de verre, donc qui ont réussi à passer, etc., mais qui surtout vont pas aider les autres femmes, qui vont s'entourer de plein
de gens, etc., mais qui vont en disant, et moi je m'en suis sortie, donc tu vas t'en sortir, t'as qu'à te débrouiller. Voilà. Voilà donc un petit lexique qui vous donne un peu le cadre de ces études et du fait qu'effectivement, comme c'est une réalité de terrain dans les entreprises, on peut se dire que on n'est pas sensible à ça, que c'est pas possible, etc. C'est comme ça, c'est pas autrement, et donc il faut agir là-dessus. Donc tous ces constats, ils ont été posés, effectivement, hein. Donc à un moment donné, on se dit, voilà. Donc moi, pourquoi j'ai pris la parole sur ces thématiques-là? Ça ne me rapporte pas forcément de public, quoique, mais bon, voilà. C'est qu'à un moment donné, quand on est passé au-delà et qu'on est professeur des universités, etc., il faut vraiment se battre pour aider les autres et pour que les choses changent. Donc, j'ai participé il y a quelques années à un rapport qui s'appelle, cette phrase-là, "I blush if I could", c'est la première phrase que disait Siri. Vous voyez ce que c'est, Siri? C'était la première phrase que disait Siri quand il était dans la première version. Il disait en gros, c'est une phrase qui est connotée féminine, ça, hein. C'est oh là là, je vais rougir parce que je rougirais si je pouvais. Donc, en voulant dire, ben, je ne sais pas répondre, mais au lieu de dire je ne sais pas, comme fait ce truc-là, vous savez, dont on parle, tout le monde parle là, et qui répond pour répondre, là, ce truc d'intelligence artificielle là, du moment. Voilà, donc j'ai participé à ce rapport et ça m'a permis en fait d'analyser un certain nombre de choses, en particulier que ce problème de la désaffection des filles pour les sciences, etc., c'est un problème de pays développés. On verra pourquoi. Alors, je suis donc chercheur en informatique, hein, donc ça c'est l'aspect académique et professeur, avec un certain nombre de recherches, de projets, d'encadrement, de doctorants, etc., de postdoc, etc. Et donc, en parallèle avec ça, c'est comme une espèce de double vie, hein, de deux moitiés de moi-même. Donc, j'étais très, très active dans les associations Femmes et Sciences, etc. Au niveau européen, j'ai fondé des chapitres de Women in Engineering, etc. Enfin, bon, très, très active. Mais dans le cadre de notre métier, ce sont des choses qui ne sont pas reconnues. Donc, c'était des choses que je faisais à côté, que je ne mettais pas dans mes dossiers de demande de promotion, etc. Et puis, les choses étant ce qu'elles sont, et heureusement, elles évoluent de manière. Moi, je suis très optimiste, elles évoluent de manière très favorable. Le président de l'université, quand il a été nommé, m'a confié le portefeuille de vice-présidente responsabilité sociétale. Donc ça, c'est intéressant parce que il y a plein de choses dedans, hein. Il y a vous le voyez, la lutte contre les discriminations, tout ce qui est LGBTQ+, le handicap pour les personnels et les étudiants, le développement durable qui est évidemment là très très en pointe, hein. Donc on va d'ici 2025, on a une obligation 2027, former tous les étudiants de niveau licence aux problèmes d'évolution, de transition écologique, etc. Donc, c'est très, très intéressant. Et là, quand je me suis retrouvée en situation de vice-présidente, là, quand on m'a dit, ben, il y a des quotas, il faut les faire respecter, on n'est plus dans le domaine du yaka faucon où on est toujours en train de râler. Vous savez, quand on est étudiant dans l'amphi, on dit, putain, le prof, il est nul, on ne comprend rien, j'ai une mauvaise note. Bon, voilà. À un moment donné, on se met en situation de responsabilité, on passe de l'autre côté, on dit, ah, j'ai eu une mauvaise note, c'est peut-être parce que je n'ai pas assez bossé ou je n'étais pas très à l'aise. Voilà. Et là, ben, j'ai dû mettre en place des choses pour que tous ces constats qui restaient des choses en l'air et où je râlais en disant, ah, il n'y a pas de filles, hein. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour les faire venir? Qu'est-ce qu'on fait pour que des comités de recrutement recrutent des filles s'il n'y a pas de candidates? Pas simple. Donc, ça m'a permis de réconcilier toutes les parties de moi-même, hein. Donc, juste pour vous rappeler que quand vous candidatez sur Parcoursup, il y a 10% de positions qui sont réservées aux boursiers, hein. C'est-à-dire que sur 10 dossiers, il y en a un qui correspond à un boursier. Et même si le boursier en question, dans ses notes, il est 100 places plus bas, il remonte automatiquement, le boursier ou la boursière, hein. Je m'exprime au masculin épicène, hein. Donc, il remonte en fait, voilà. Donc, ça, c'est pour les boursiers. Quand on est à une institution, une boîte, etc., on est obligé de recruter 6% de personnel handicapé. 6% de personnel handicapé, sinon on paie des pénalités. Donc, c'est encore une minorité, mais qui est reconnue, vous voyez. Mais si on dit dans Parcoursup, il faudrait qu'il y ait 50% de filles et 50% de garçons, là, on vous dit, ah non, ce n'est pas possible parce que c'est de la discrimination positive. Et c'est 50% de femmes qui sont quand même la moitié de l'humanité, hein, puisque
Quand on est, il y a même un peu plus, hein, voilà. Eh ben, on ne peut pas faire de quota, on ne peut pas faire de minorité. Voilà. Alors, on gère ça assez mal dans nos environnements, en particulier en France, hein. Aux États-Unis, donc moi j'ai travaillé longtemps pour une boîte américaine. Aux États-Unis, en fait, il y a un impact de discrimination qui est donné parce qu'aux États-Unis, on se déclare dans une minorité afro-américaine, latino, etc. Et en fait, cet impact de disparité, il est calculé sur l'ensemble des personnels de la boîte. Et si la boîte ne respecte pas les quotas, elle paie des pénalités. Donc, c'est peut-être on peut critiquer les États-Unis, mais dans ce sens-là, c'est peut-être beaucoup plus positif comme démarche. Donc, on ne peut pas recruter la moitié d'étudiants sur Parcoursup, de candidates, je sais pas moi, au concours des grandes écoles, etc. Hein. Alors, juste pour vous rappeler les 17 ODD, là, c'est vraiment on est dans le cœur de cible. Hein, là, vous allez être comment dire, confronté à ces objectifs rapidement. Donc, c'est du développement durable, c'est l'eau, la planète, le développement, etc. Mais vous voyez que le numéro 5, c'est quand même l'égalité de genre et le numéro 4, c'est la qualité de l'éducation. Donc, il y a aussi des choses qui concernent directement l'égalité exprimée dans ces 17 ODD des Nations Unies. Par contre, vous voyez dans le schéma en bas à droite, à ma droite, à votre droite, que si on regarde ce qui concerne le 9, alors le 9, c'est industrie, innovation, infrastructure. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'investissements qui sont faits. Et si vous regardez le 5, c'est un des plus bas niveaux d'investissement. Donc, ça veut dire que les ODD intéressants industriellement, on s'en sert et on va dire greenwashing. Regardez, moi je fais des trucs pour le développement durable, etc. Par contre, l'égalité, il n'y a pas d'enjeu pour le moment économique derrière, donc c'est très très peu exploité. Et pourtant, c'est au même niveau dans le cadre des Nations Unies. Alors, il y a une manière aussi comment dire, d'aborder les choses qui est de dire, comment vous dire, il y a des choses évidentes qu'on ne voit pas. Hein, il y a des choses, à un moment donné, ce matin, j'entendais un type qui disait que les herbes dans la rue, en ville, c'était des trucs, ou les herbes folles dans les espaces publics, c'était un truc qu'on ne pouvait pas envisager il y a 10 ans. Hein, parce qu'on disait, oh, c'est moche. Et donc, il y avait des cantonniers qui passaient, qui sarclaient les herbes sauvages, etc. Et maintenant, dans les rues, on laisse pousser les herbes. On a des espaces publics avec comme ça, des choses parce qu'on ne met plus de pesticides, on met plus, etc. Donc, c'est quelque chose auquel il a fallu s'habituer visuellement. Et finalement, par exemple, dans les rues de Toulouse, il y a des gens qui s'amusent à passer dans les rues, à mettre à la craie, dans ces petites plantes là, qui poussent dans les anfractuosités, etc., qui mettent leur nom. Et tout d'un coup, les gens s'habituent à ça. Donc, de la même manière, moi, quand je suis arrivée comme vice-présidente à l'université, j'ai fait commander des baby-foot qui étaient accessibles en fauteuil roulant. Vous voyez, les baby-foot, bon, je pense que vous êtes plus sur vos Game Boy. Pourquoi ça s'appelle Game Boy d'ailleurs? Pourquoi ce n'est pas appelé Game Girl? Voilà, donc les baby-foot classiques qui n'ont pas de pieds comme ça. Donc là, c'était des baby-foot, on va dire, inclusifs qui étaient destinés donc à recevoir les personnes à mobilité réduite. Mais au-delà de ça, il se trouve que ces baby-foot, ils sont conçus avec des figures féminines et masculines parmi les joueurs de foot. Et là, c'est quelque chose qui est évident maintenant, mais c'était, voilà, on a eu 40 ans de baby-foot uniquement masculin blanc, et maintenant on a des baby-foot mixtes à tous les sens du terme, inclusifs, etc. Donc ça prouve que regarder les choses autrement, à un moment donné, ça devient une évidence et que ce qui n'existait pas, tout d'un coup, quand ça vous est imposé, vous pouvez vous habituer, etc. Et cognitivement, ça peut devenir quelque chose qui vous parle. De la même manière, il y a des métiers qui ont très très bien joué le jeu. Hein, les métiers du BTP, par exemple, se sont beaucoup féminisés. Et vous n'avez pas une pub, une annonce d'une boîte de BTP ou d'un truc d'archi, de génie civil, etc., avec un mec maintenant. C'est systématiquement une fille avec un casque et un gilet fluo. Systématiquement. De la même manière, vous voyez l'autre image, là, c'est une fille qui est sur un poste à souder. Hein, donc, on change l'image des métiers grâce à ce type de représentation. Je suis d'accord que ça ne suffit pas et que c'est du pinkwashing, mais voilà. Donc, l'évidence s'impose et on peut arriver à des choses différentes. Bon, on peut publier, on finit par publier sur ces problèmes de genre, d'inéquité, etc. Je vais passer plus vite, hein, pour passer donc sur l'aspect biais. Hein. Donc, avant, on parlait
on parlait de garbage in, garbage out. C'est-à-dire que si on avait des données qui étaient de mauvaise qualité en entrée des algorithmes ou des moteurs d'inférence, etc., on ne pouvait sortir que des données de mauvaise qualité. Et maintenant, avec l'intelligence artificielle, le problème qui va se poser, c'est que s'il y a des biais en entrée, il y aura des biais en sortie. Et ça ne changera pas. Donc, en bas, une blague sur Siri, Alessia. C'est Siri qui est, Alexa, pardon, qui est jaloux de l'assistant Alexa. Vous savez que les assistants, ils écoutent en permanence. Donc, voilà. Donc, l'intelligence artificielle, il faut qu'elle se fasse justement dans cet esprit d'égalité, de non-discrimination, etc. Donc, un livre que j'adore parce que les filles m'ont cité. Donc, voilà, c'est deux biologistes qui se sont dit que ce n'était pas possible, compte tenu de l'étude de l'humain dans le cadre des sciences de la vie en biologie, ce n'était pas possible que l'informatique soit aussi éloignée de l'égalité des sexes et de tout ce qui est chromosomes, etc. Donc, elles ont fait un truc sur l'intelligence artificielle en disant que ce n'est pas possible qu'on reste sur ce gender gap et cette inégalité. Alors, pourquoi c'est important d'avoir de l'égalité? Parce qu'à un moment donné, c'est dangereux si il y a des gens qui sont écartés des décisions, s'il y a des minorités qui sont écartées, si on ne passe pas aux gens en situation de handicap, si on ne passe pas aux femmes, si on ne passe pas aux gens discriminés, etc. Donc, il faut vraiment, et ça, c'est très important parce que ça donne des critères d'acceptabilité. C'est-à-dire que si vous montrez que votre intelligence artificielle, ce n'est pas une boîte, une black box opaque, et que c'est quelque chose qui prend en compte un certain nombre de facteurs de développement durable, de représentation sociétale, etc., elle sera acceptable. Sinon, il y a un refus complet. Donc, il y a des gros problèmes avec le deep learning, vous le savez, la deep tech, etc., d'acceptabilité. Et c'est un réel enjeu, évidemment, économique. Donc, dès lors qu'il y a des intérêts économiques derrière, on cherche des solutions. Donc, après l'ère du big data, donc les départements de votre spécialité ont changé de nom. Après, donc le big data était à la mode, voilà. Et puis maintenant, donc on passe sur des trucs. Donc, il faut faire attention parce que toutes ces applications, il y a un certain nombre d'applications très très connues qui donc véhiculent ces idées d'exclusion, de discrimination, d'invisibilisation. Les phénomènes sont assez classiques. Soit c'est un apprentissage automatique abusif ou inadapté dans un contexte de prise de décision. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on travaille sur des données qui sont biaisées. Donc, on a forcément des résultats biaisés. On propage évidemment tout ce qui est discrimination, sous-représentation, etc. Et on met en œuvre tous ces biais dont je parlais, des biais cognitifs, économiques, statistiques, etc. Dans l'invisibilisation dans le cadre de l'intelligence artificielle, elle est évidente, puisque si on va nourrir un moteur une intelligence artificielle sur des données qui sont insuffisamment équilibrées, on a des résultats déséquilibrés. Donc, je reprends l'effet Mathilda. S'il n'y a pas de femmes présentes dans Wikipédia, il n'y aura pas de femmes en sortie si on cherche des figures scientifiques, par exemple. Il n'y a pas de figure historique, il n'y a pas d'illustration, il y a très très peu de rôle modèle en sciences. Donc ça donne si on travaille sur de l'open data, ça donne des données d'apprentissage qui sont déséquilibrées. Donc vous avez sûrement tous vu Les Figures de l'ombre, ce magnifique film où on vous explique que en fait quand on est intersectionnel et qu'on est femme noire scientifique, on a beaucoup de mal à exister dans le système américain. Donc, l'idée, c'est qu'il faut être vraiment conscient de ces problèmes de diversité et de décision, au-delà évidemment de l'aspect humain pur. C'est que quand on est comme vous en sciences des données, qu'on manipule des données, il faut que les données elles soient qualifiées, certifiées et de qualité. Donc, ce n'est pas la peine d'aller chercher des datasets pourris dans un coin qui ne coûte pas cher. Et c'est le problème des GAFAM. C'est qu'à un moment donné, même l'outil dont tout le monde parle actuellement, dont je ne citerai pas le nom, et quand même, au-delà du fait que d'un point de vue développement durable, il est nul parce qu'il a été entraîné pendant des heures sur plein de cœurs, etc. Mais au-delà de ça, donc on ne sait pas sur quoi il est basé exactement. Donc tout ça, vous savez que les décisions algorithmiques, elles ne sont pas plus objectives que les décisions humaines, puisque l'algorithme, en fait, il est écrit par un humain. Donc on a les deux aspects. D'un côté, les données, de l'autre, l'algo.
Donc, c'est très important d'avoir des métriques de qualité pour les datasets, hein. Par exemple, si vous allez chercher des données sur le web, vous avez des données à peu près nulles. Or, quand vous travaillez dans les domaines, par exemple, de certification d'appareils médicaux ou dans l'aéronautique, vous n'avez que des procédures certifiées. Donc, vous ne pouvez absolument pas entraîner vos algos sur des données pourries, hein. Il faut vraiment que les données soient qualifiées, certifiées. Et c'est ça qui est cher. C'est ça qui est cher, c'est ça qui donne du prix à ces applications. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire voler des avions n'importe quoi, comment, ou mettre en œuvre des moteurs de reconnaissance de cancer, etc., n'importe comment, hein. Donc, pour que l'humain l'accepte, il faut que ce soit explicable, hein, et donc que ce soit interprétable, soutenable, etc. Les algorithmes, pourquoi pas, hein, peuvent donner lieu à des robots racistes, il n'y a pas de raison, hein. Si les modèles de base ne sont pas parfaits, il n'y a pas de raison, hein. Donc, si vous entraînez un robot avec une reconnaissance faciale qui est uniquement basée sur des individus blancs de 50 ans, il y a il y a un certain nombre d'entre vous dans cet amphi qui ne seront jamais reconnus par le robot, hein. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une réalité. Et mon extrapolation du gender gap entre femmes et hommes, elle est liée, vous le voyez, à toutes les minorités. Donc, on a des approches de testing, hein, c'est le truc classique, hein. Vous savez, on envoie le CV avec une photo et un nom avec une certaine consonance versus un CV avec une autre photo et un autre nom, avec exactement le même CV. Vous savez que les réactions seront différentes. Voilà. Et ça amène à ce fameux facteur de disparité, hein, dont je vous parlais tout à l'heure, hein, qui est à un moment donné quand même très problématique. Cet effet-là, il a été constaté par le moteur de recrutement d'Amazon, hein, le Amazon Hiring, qui était en fait un moteur qui était entraîné uniquement sur des CV masculins, donc qui ne reconnaissait pas les CV féminins. Donc, si les femmes se présentaient comme directrices et pas directeurs, elles n'étaient pas reconnues et les CV étaient systématiquement mis de côté. Donc, le testing permet d'éviter ça. Dans le cadre des CV, il y avait quelque chose au-delà qui est du traitement du langage naturel, hein, donc qui a un certain nombre d'effets de bord. Et j'ai déjà débordé le timing, donc on va aller vite. Donc, trois niveaux de biais, hein, les effets de disproportion, parce que historiquement, je vous parlais des retraites tout à l'heure, les femmes ont toujours été non considérées, les femmes d'agriculteurs, les femmes d'artisans, etc., et sous-payées. Donc, si à un moment donné, vous faites un certain nombre d'extrapolations sur le niveau de revenu des femmes, vous allez maintenir cette disparité du salaire entre les hommes et les femmes. Donc, il faut absolument aller au-delà de ça et ne pas s'appuyer sur ces données. Ça paraît évident à des scientifiques, hein, mais encore faut-il le formuler de cette manière-là. Et c'est très important que les scientifiques, comme ça a été le cas pendant le Covid, par exemple, etc., portent une parole qui soit une parole effectivement équilibrée, qualifiée, certifiée, etc., hein. Sinon, on rentre après dans des discussions qui sont sans fondement et qui peuvent donner lieu à un certain nombre de doctrines ou de prosélytisme embêtants. Sur la prédiction des taux d'erreur, hein, moins un groupe est représenté, évidemment, et moins la décision est fiable, puisque vous avez moins d'apprentissage sur ce groupe-là. D'accord? Donc, c'est évident pour vous, mais expliquez-le quand vous êtes avec vos grands-parents et vos familles, etc. Expliquez-le qu'à un moment donné, c'est embêtant. Il y a un exemple classique qui est l'infarctus féminin. Les femmes ne faisaient pas d'infarctus parce que les femmes n'avaient pas de vie stressante, elles ne fumaient pas, etc. Et donc, la reconnaissance de l'infarctus sur les systèmes experts, c'était l'infarctus masculin. Or, les femmes développent un mode d'infarctus qui n'a pas du tout les mêmes symptômes. Donc, pendant des années, on est passé à côté de l'effet de l'infarctus des femmes. C'est cet aspect-là, hein. Le groupe n'était pas représenté, donc la décision n'était pas fiable pour une femme. Et puis, il y a les erreurs asymétriques, hein, c'est-à-dire que plus on a de faux positifs et moins on a de faux négatifs. Compass, c'est un logiciel qui a été mis en place aux États-Unis à un moment donné pour prédire le taux de, le mot ne me vient pas en français, comment on dit quand quelqu'un a, ouais, mais que tu refais, récidive, merci Sébastien, heureusement qu'il est là, hein. Voilà, c'était pour analyser le taux de récidive. Et en fait, le taux de récidive, il était calculé sur la population carcérale. Il ne vous a pas échappé qu'aux États-Unis, la population carcérale, elle est quand même très, très, très discriminée. Voilà.
Donc, en fait, voilà. Hein, ouais. Donc, il y a beaucoup d'applications, comme ça, des exemples, je vous en sortirai plein, qui ont été mises en œuvre, mais c'est mis en œuvre par une institution, par un État, par une administration. C'est grave. Donc, si vous pouvez être alerteur et dire à un moment donné, grâce à votre formation, qu'il y a des choses, quand vous serez dans des boîtes, etc., qu'il y a des choses sur lesquelles il faut se pencher, mais que ça a un coût, ça a un prix, faites-le. Dans le garbage in, garbage out, hein, c'est l'histoire des CV Amazon. Hein, c'est les CV à un moment donné qui ne sont le système de recrutement qui n'est testé, enfin dans l'apprentissage se fait que sur des CV masculins. La reconnaissance faciale, par exemple en Chine, vous savez, il n'y a pas de notion de données personnelles. Donc toute l'information du citoyen, le citoyen n'existe pas. Et donc tous les moteurs de reconnaissance faciaux sont les meilleurs du monde sur des visages asiatiques, donc sur des faciès chinois. Hein. La reconnaissance faciale vendue à des caméras de reconnaissance européennes, elle ne marche pas. Hein. Donc, c'est cette idée d'avoir, à un moment donné, un apprentissage sur des données qualifiées. Après, on a les variables omises. Dans l'histoire des CV, c'était assez important aussi. Il se trouve que on dit souvent que les filles, elles ont des qualités comment on dit, d'animation, des choses parallèles. C'est sûrement parce qu'on leur demande de faire le café plus souvent. Enfin bref, bon, voilà. Hein, donc, c'est ce qu'on appelle les soft skills, vous savez. Bon. Alors, il y a des soft skills féminins et des soft skills masculins. Bon, je ne reviendrai pas sur le fait que dans certaines familles, c'est les papas qui cuisinent et pas les mamans, hein, etc. Hein, bon, voilà. Et donc, voilà. Donc, ces variables omises, il se trouve que dans certains types de CV, elles sont très, très mises en avant et dans d'autres, pas du tout. Et on passe complètement dessus. Or, pour un recrutement, ce sont des variables essentielles également. Hein. Ça s'appelle la compétence. Vous savez, on vous fait travailler là sur le portfolio hein, pour le BUT, les SAE, le portfolio, etc. Voilà, c'est des compétences qu'on juge, ce n'est pas les connaissances. Les biais de sélection, donc, un truc classique, c'était la gestion des crédits sur une Apple Card. À un moment donné, Apple avait mis en place des trucs automatiques de mise en œuvre de crédits personnels à la consommation. Et en fait, c'était des choses qui, comment vous dire, le taux d'acceptation était très, très élevé pour les hommes et pas pour les femmes. Et en fait, ça venait du fait que très souvent, ce sont les hommes qui prennent en charge, enfin, qui sont censés prendre en charge les dépenses dans l'esprit de celui qui avait codé l'application, évidemment, hein, pas dans la réalité, parce que dans la réalité, je pense que les femmes, elles sont tout à fait capables de prendre en charge des dépenses, etc. Et voilà. Donc, il y a eu aussi un assistant, tout à l'heure je parlais d'Alexa, il y a eu un assistant chez Microsoft, en fait, qui était très, très fort en apprentissage, et donc je vous ai dit que les assistants, en fait, ils étaient en écoute permanente hein, pour pouvoir faire de l'apprentissage, en fait, sur vos conversations de tous les jours, puisque, en fait, quand vous l'appelez, que vous dites Google, Alexa, etc., il est en alerte, puisqu'il va réagir. Et donc, derrière, il y a des Indiennes dans des sociétés indiennes qui font de l'apprentissage sur le vocabulaire. Voilà. Et en fait, l'assistant Microsoft, il était tellement fort qu'en fait, il avait fait de l'apprentissage que sur les gros mots. Donc, au bout d'un moment, quand il répondait que par fuck et compagnie, Microsoft a arrêté. Mais du coup, il était très bon parce qu'il faisait un apprentissage, mais sans filtre. Voilà. Et puis, vous avez un nouveau biais qui est le biais d'endogénéité des lignes de produits. C'est-à-dire que comme Instagram, WhatsApp et compagnie, Facebook, etc., ça appartient au même dont je ne prononcerai pas le nom, mais que vous connaissez bien, ou toutes les suites Google e-commerce, en fait, ce sont les mêmes données qui sont utilisées à tous les niveaux. Donc, ça ne vous a pas échappé hein, que quand vous utilisiez l'une des applications, tout d'un coup, vous retrouviez avec du sponsoring sur Instagram qui n'était pas du tout lié au truc. Hein, voilà. Donc, du coup, il y a un renforcement des données avec ces lignes de produits qui sont endogéniques, hein, qui sont dans les stéréotypes. On ne revient pas dessus. Hein, c'est vraiment l'histoire du word embedding. Hein. Si je traduis nurse en français, ça sera infirmière. Et si je traduis docteur, ça sera médecin, forcément au masculin. Voilà. Hein. Donc, c'est le fait que certains mots, certaines co-occurrences sont également genrées. Et puis, un certain nombre d'effets de bord. Voilà. Donc, ces biais de genre sont implicites. Hein. Il y a énormément de choses qui existent sur les recrutements. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises ou d'universités qui font en sorte de
avant un comité de recrutement, etc., de sensibiliser les membres du comité au fait qu'il y a des biais de recrutement, même quand on est une femme, même quand on est comme moi en position, etc. Il y a des moments où je me dis, reprends-toi, il y a des choses que je dis qui sont, voilà, les biais sont très installés. Bon, ces biais, ils sont très clairement analysés. Amazon et Facebook, par exemple, hein, voilà, c'est du biais de garbage in, garbage out, du biais de sélection, d'endogénéité, évidemment, pour Amazon, hein, de l'opacité du contournement pour Facebook, parce qu'on ne sait pas très bien l'IA de Facebook, comment elle est développée, la reproduction de stéréotypes à donf, à donf, à donf. Voilà, les deux autres, vous les connaissez moins. Facebook qui avoue que en fait bon ils vendent les données mais ils savent pas très bien ce qu'ils vendent ni comment, hein, pour vous dire que quand même bon attention, hein. Euh, voilà, soyez alertés sur le fait que c'est quand même essentiel et que ça a un coût. Alors, des recommandations, évidemment, il y en a, hein. Bon, ce que je voudrais passer rapidement, c'est qu'il y a quand même eu des femmes en informatique, hein, dans le temps, hein. Donc, bon, elles ont été là, donc les figures de l'ombre, hein. Si vous avez l'occasion de voir ce film, voilà. Ça, c'est Léna. Léna, pour les gens qui ont fait de l'analyse d'image pendant des années, cette fille, moi, je crois que c'était un truc virtuel qui avait été recréé. Pas du tout. C'est une étudiante suédoise qui était aux États-Unis, qui avait besoin de gagner sa vie et qui a fait une photo pour un magazine qui s'appelait Playboy. Ça ne vous parle pas du tout, hein, mais bon. Voilà. Et donc, la pauvre, après, elle a servi. Et le type qui a lancé les datasets pour le traitement d'image, il devait avoir Playboy aux toilettes chez lui. Puis un jour, il s'est dit, tiens, elle est pas mal, on va l'utiliser comme exemple. Donc, Léna, elle est dans des millions de publications en traitement d'image où elle sert d'étalon, etc. Voilà. Et un jour, elle a dit, voilà, Léna maintenant, et elle a dit, bon, maintenant, je me mets à la retraite, arrêtez avec Léna, j'en peux plus. Et donc, c'était une vraie Léna, mais on l'a appris il n'y a pas très longtemps. Et donc, du coup, il y a un mouvement de femmes en traitement d'image qui a dit, ben, nous, on va faire Fabio. Voilà. Bon, c'est pour le fun. Voilà. Donc, il y a plein de littérature, hein, sur pourquoi, à un moment donné, dans le codage, les femmes sont devenues ou pas devenues, ou elles n'ont jamais été là, etc., hein. Bon. Prix Nobel. Alors, on vous dit, ah oui, Marie Curie, double prix Nobel. Mais bon, moi, je ne sais pas vous, les filles, mais moi, Marie Curie, double prix Nobel, je me sens pas, je fais mon syndrome de l'imposteur, hein, je ne suis pas au niveau, hein, bon, voilà. Donc, s'il n'y a pas de femmes pour s'identifier, on a du mal à créer des habitudes et à avoir des illustrations dans les livres de sciences de primaire, de SVT, ou encore SVT, il y a quelques femmes, mais bon, de physique, chimie du collège, il n'y a pas de femmes, évidemment, on peut mettre de photos de femmes, enfin, vous voyez, bon, voilà. Donc, ça s'appelle une constante macabre, il n'y en a pas, il n'y en a pas, on ne va pas les inventer, hein, donc, voilà. Donc, faisons-les venir. Voilà. Donc, il y a des expériences qui existent, hein. Il y a une université américaine qui a fait en sorte que d'arriver à 45% de filles en informatique, hein, enfin en numérique, hein, avec un certain nombre de moyens qui ont été mis et qui ont prouvé qu'en fait, vous voyez, c'est cracking de digital selling, hein, donc on craque le plafond numérique, hein, et donc ça peut marcher. Donc s'il y a des volontés numériques, des volontés politiques, ça marche. De même en Norvège également. Alors c'est intéressant qu'on parle de la Norvège parce que paradoxalement, je vais avancer jusqu'à un truc. Voilà, il y a un paradoxe scandinave. Juste pour vous montrer, vous avez l'habitude de lire des courbes et de travailler sur les données. Là, c'est deux fois la même chose, mais en inversé. Vous avez dans la partie la plus élevée, hein, donc sur on va dire, donc sur la figure de droite, c'est ce qui est en haut à gauche, et sur la figure de gauche, c'est ce qui est en haut à droite. Vous avez les pays dits les plus développés européens, hein, l'Islande, la Suède, la Finlande, le Danemark, etc. Et vous voyez que dans ces pays-là, paradoxalement, c'est là que le gender gap est le plus fort, ou sur l'autre courbe, où les filles sont les moins nombreuses en numérique et en informatique. C'est paradoxal, hein. Et à l'opposé, vous voyez le Liban, la Jordanie, le Qatar, les Émirats arabes unis, la Turquie, que des pays sympathiques, démocratiques, etc. Et en bas, là, l'Albanie, etc. Et dans ces pays-là, faire des études scientifiques et numériques pour les filles, c'est une émancipation. Alors, c'est peut-être que les mecs leur laissent la place, je ne sais pas. Mais bon, voilà. Et ça, c'est le paradoxe scandinave. C'est-à-dire que dans les pays où on a le choix, eh bien, on ne fait pas ce qu'on veut. On est guidé vers des choses qui sont plus, je ne sais pas moi, de l'économie, du care, etc. Hein. C'est ça le paradoxe scandinave.
Alors, quand je dis qu'il y a plus d'études, il y a plus de filles dans les études, moi, enfin, bon, là, avec le Covid, ça s'est calmé, mais j'ai une chaire en Malaisie, j'interviens beaucoup en Inde, etc. J'ai des filles dans les études, mais je n'ai pas de filles dans les jobs après, hein, parce qu'après, en général, elles se marient, elles font des enfants, elles ne travaillent pas. Hein, donc, c'est dans les études. Hein, donc, il y a encore une autre étape, hein, d'où mon idée mon idée du tuyau percé. Hein, donc, il faut des approches holistiques. Vous savez ce que ça veut dire holistique? Vous pouvez le caser, hein, vous pouvez le caser, c'est pas mal. Holistique, ça veut dire que c'est un processus qui est pris en compte d'un bout à l'autre. Si vous faites des méthodes d'analyse de type, je ne sais pas moi, vous faites de l'UML, vous faites des trucs comme ça, du Scrum, de l'Agile, etc., soyez holistique, c'est-à-dire que vous allez prendre des contraintes, par exemple, d'égalité, de développement durable, etc., et vous allez les maintenir de manière transversale tout au long de votre méthodologie. Hein. Donc l'idée, là, c'est vraiment de dire, il n'y a pas de vivier, hein, il n'y a pas de poule, il n'y a pas de vivier. Donc, en fait, il y a un problème au niveau des choix des spécialités, par exemple au lycée. Il y a un problème au niveau de l'apprentissage. Et après, il y a un problème pardon, du recrutement. Et puis, il y a un problème au niveau des carrières. Hein. Et je ne parle même pas des longues maladies, etc., hein, du retour, bon, etc. Alors, il y a des choses dont on s'empare dans des pays qui ne sont pas très loin. Hein. Par exemple, en Espagne, il y a un congé pour les menstrues qui a été mis en place. C'est un truc énorme, ça. C'est qu'à un moment donné, les boîtes disent, eh ben, mesdames, quand vous allez avoir vos règles, ben, on va vous foutre la paix. Il vaut mieux que vous reveniez en forme et que vous... Ça, c'est juste énorme. C'est un truc qui existe déjà en Asie. Hein. Alors, avant qu'on y soit en France, c'est quand même, je pense qu'il va se passer un moment. Donc, c'est l'Espagne, un pays catholique, qui fait ça. C'est juste, bon, comme quoi les choses évoluent quand même très, très vite. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait aussi des boîtes qui pour attirer, hein, vous pouvez vous servir de ça hein, quand vous allez chercher un job, etc., un stage, etc., ou après le but 3 là, pour votre alternance. Il y a des boîtes qui se mettent dans les processus de labellisation de certification pour l'exemplarité, pour tout ce qui est minorité, discrimination, transidentité, etc. Hein, tout est. Je vous ai dit que je présentais les choses de manière binaire, mais que je suis bien consciente en tant que VP, j'ai plein d'étudiants qui sont dans des transitions de genre, hein, donc c'est pas simple. Voilà. Et donc elles entretiennent comme ça des réputations et ça permet de faire ce qu'on appelle l'empowerment, c'est-à-dire de se prendre en charge et si vous voulez, de se mettre en responsabilité. Hein. Alors, quand j'ai dit tout à l'heure, c'est la faute du prof si j'ai une mauvaise note, non. Dans la vie, les choses, elles sont... bon, il y a des choses sur lesquelles on peut travailler soi-même. Hein. Donc, il y a des campagnes dans le métro, etc. Hein. Donc, c'est un truc qui est vraiment très, très, très porteur dans le monde du travail. Hein. Bon, il n'y a pas de raison que les problèmes scientifiques soient mieux résolus par les hommes que par les femmes. Hein. Bon, je vais passer vite là-dessus. Hein. Bon, voilà. Et puis, il y a plein de notions qui sont très, très, très caractéristiques, en tout cas dans nos métiers, par exemple. Hein. Le fait de publier, là, vous savez, les anciens chercheurs, il faut qu'ils fassent des publications. Et bien, à un moment donné, les femmes, elles se mettent des freins, c'est cette histoire de syndrome de l'imposteur. Il y a une expérience sur GitHub ça vous parle, hein, et en fait, avec les gameuses, hein, où en fait, si on prend des pseudos féminins, on se fait pourrir la vie, alors que si on a un pseudo neutre ou masculin, les gens n'ont pas du tout la même attitude. C'est démontré, hein, donc vous pouvez lever les yeux au ciel, dire oh, elles exagèrent et tout, c'est démontré. Hein, je veux dire, le même truc, c'est comme les CV, hein, c'est pareil. Je passe. Bon, je vous ai parlé d'estime hein, avec l'art. On essaie de capter les filles en disant on va faire de l'art. Hein. Donc, les universités américaines, elles font des choses artistiques. OK, l'éthique est très importante. Bon, je n'ai pas le temps d'en parler. L'éthique est très importante. Voilà. Donc, il y a des leviers d'action avec des pilotages, de l'orientation proactive, etc., qui sont mis en œuvre par l'institution, entre autres par le ministère, pour arriver. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est que les choses soient équitables. Hein. L'équité, c'est quelque chose qui est très important. L'équité, ce n'est pas l'égalité, hein. Ce n'est pas la même chose. Hein. Il faut qu'on soit inclusif. Il faut que la diversité marche. Hein. Je vous ai mis les castellettes de pas loin. Ce n'est pas au doigt, c'est catalan. Mais bon, on n'en voudrait pas. Voilà. Donc, c'est très important de travailler parce qu'il y a des indices d'efficacité à la fois financière, industrielle dans les boîtes qui ont été mis en œuvre en prouvant que la diversité, c'est un facteur de réussite.
Et je vous dis, dès qu'il y a un levier économique derrière, ça marche et on le fait. Voilà. Bon, un certain nombre de jeux, vous voyez, avec des personnes androgynes, hein, c'est-à-dire qu'on supprime les cravates et on met des cheveux longs, etc. Bon, puis sous les capuches, on ne sait pas si dans les cyber, hein, c'est des mecs ou des nanas. Et puis voilà, bon, plein de livres. Bon, moi je dis que du moment que Barbie se lance dans les carrières STEM, on est sauvé, c'est que tout va évoluer. Voilà, merci de votre attention. Vous allez arriver tard à l'apéro, hein. J'ai trop parlé, excusez-moi. Bon, merci Florence. Éventuellement, enfin pas éventuellement, si vous avez des questions à poser avant la collation, c'est ouvert. Le débat, enfin tout est ouvert, hein. Oui. Donc s'il y en a qui ont des questions, des remarques, n'hésitez pas. Je vois des sourires timides. Je ne sais pas si on m'entend, oui. Et moi, on m'entend? Oui, Florence, Oui. juste, je me pose une question. Tu as parlé des universités américaines qui arrivaient à recruter 45% de filles. Est-ce que tu as une idée un petit peu de ce qu'ils ont mis en œuvre justement Oui. pour attirer les filles? En fait, la fille de Carnegie, elle est très. Enfin, je l'ai rencontrée, je suis allée la voir. En fait, alors c'est une université privée, mais vous savez qu'aux États-Unis, ça ne veut rien dire, hein, public-privé, ça ne veut rien dire. Et donc, en fait, ils ont un tronc commun. Il n'y a pas d'équivalent de bac, mais en post, on va dire graduate, ils ont un tronc commun. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que pour sortir des stéréotypes où vous, on vous oblige à choisir les spé dès la seconde et puis vous inscrire sur Parcoursup, choisir des trucs dès le premier trimestre de la terminale, etc. Là, ils laissent ouvert pendant 2 ans et en fait, ils font un enseignement de tronc commun assez généraliste. Donc, ça veut dire que si on fait un enseignement généraliste et que on enseigne l'informatique comme le reste, comme les maths, comme je sais pas, la bio, etc., voilà. Ça, en sortant de ces biais et de ces stéréotypes, en fait, ça veut dire que alors peut-être aussi des appellations différentes. Moi, je pense que le terme de codage, c'est pas top parce que ça veut dire qu'on fait que de la programmation. Or, les métiers du numérique, ils sont très ouverts, ils sont multiples, etc., hein. Donc, j'ai porté un exemplaire là d'une BD qu'on a rédigée là, avec le CNRS pour montrer qu'il y avait des filles dans des métiers improbables. Bon, voilà, il y a de plus en plus de choses sur le développement durable, sur le numérique frugal, par exemple, etc. Voilà. Donc, il suffit de sortir des barrières qu'on impose, puisque nous, on est amené à faire des choix en entonnoir de plus en plus tôt. Et finalement, bon, après, ce que je dis peut se démontrer à l'inverse, puisque j'allais dire, on ne fait pas d'informatique avant, mais en même temps, on ne fait pas de droit avant. Il y a plein de filles en droit. Donc, mais peut-être parce que le métier d'avocat, ça parle et que du coup, je ne sais pas, ou de magistrat, et que du coup, c'est une projection sur les métiers qu'on n'a pas en informatique, peut-être aussi. Mais je te passerai les bouquins. On m'entend ou pas? Oui. Oui. Justement, vous parlez par rapport au droit ou quoi, mais en informatique, il y a peut-être beaucoup d'hommes, ou comme vous le dites, mais dans d'autres métiers ou dans d'autres formations, il y a aussi beaucoup de femmes. Et pourquoi parler que de ça et pas juste parler peut-être de l'inégalité en général? Absolument. Donc, moi, je serais ravie qu'il y ait des hommes qui viennent demander à ce que les hommes deviennent sages-femmes et infirmiers, bien sûr. Oui, oui, tout à fait, bien sûr. Ça, Okay. Mes collègues de bio me disent, mais pourquoi tu ne nous envoies pas des garçons, puisque nous, on a trop de filles, bien sûr. Et pourquoi vous ne battez pas pour l'égalité sur tous les fronts, alors que vous êtes plutôt juste pour la femme au lieu de la femme et l'homme? Parce que la réalité, si tu veux, après, la réalité sur les indices, c'est qu'il n'y a jamais ce déséquilibre. Ce déséquilibre qu'on voit apparaître en médecine où il n'y a que des filles ou en biologie, etc. Après, dans les carrières, il ne se traduit pas par un déséquilibre. C'est toujours des hommes qui, après, prennent les postes à responsabilité, etc. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de filles en bio. Oui, mais tu peux hausser les épaules, mais bon, voilà. Il y a beaucoup de filles en bio, etc. Mais après, dans la réalité, c'est, tu vois, les PU-PH en médecine, ça reste des hommes. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'au départ, il y a plein de filles dans les études de médecine.
C'est ça le plafond de verre. Et ce n'est pas du tout le même problème qu'en informatique. Le but de l'informatique, là, mon but à moi, c'est qu'il y ait des filles qui viennent étudier l'informatique pour après aller grossir parce qu'elles, on va leur faire à la place. Oui, enfin, il faudra encore casser le plafond de verre. Je pense que compte tenu du contexte économique, il y a des gens qui sont prêts à tout là. Je le redis, il y a 2 ans, je ne parlais pas comme ça. Mais là, vraiment, il y a un tel besoin économique. On m'entend? Ouais, c'est bon. Je pense que là, on a plus affaire à une lutte des classes plutôt qu'une lutte des genres. Par rapport à quoi? Ben, ce que vous dites, justement, par rapport aux positions hautes placées et ce genre de choses. C'est pas forcément dû au sexe, mais pour moi, c'est plus une lutte des classes, du coup, justement. Enfin, la lutte des classes, pour moi, c'est que à un moment donné, tu as par exemple, quand on parle d'ascenseur social, tu as des gens qui peuvent accéder à des positions plus facilement que d'autres. Je vais prendre un exemple pragmatique aussi par rapport à l'informatique. Pour faire simple, il y a des pays où on te dit pour être médecin, il faut être fils de médecin, pour être avocat, il faut être fils d'avocat ou fille d'eux. Et bien, la tech, l'intérêt de la tech, c'est que comme il n'y a pas des paires d'eux parce que c'est nouveau, c'est un domaine très ouvert. Donc justement, c'est peut-être un domaine où la lutte des classes, elle est moins forte qu'ailleurs, effectivement, où tu n'as pas cet effet de népotisme et de famille, etc. C'est peut-être un domaine où justement c'est plus ouvert. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Je voulais vous demander pourquoi vous nous faites la présentation à nous? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, réellement, par rapport à ça? Pourquoi Excusez-moi, je suis trop près. Non, c'est moi. Ah. Je ris. Est-ce que vous faites cette présentation à des lycéens? Est-ce que vous montrez l'informatique parce qu'aujourd'hui, on présente l'informatique dès la 6e, enfin, même en école primaire. Et enfin, nous, on est déjà en informatique. Est-ce qu'on peut changer réellement dans ça? Mais c'est ce que je disais, parlez-en autour de vous. Soyez conscient que justement, en tant qu'informaticien, vous trimballez des risques de biais, de l'IA, du machin. C'est ça. C'est la partie centrale de l'exposé. Elle est pour vous. Ce n'est pas une partie que je fais n'importe où, n'importe qui. Donc, portez la parole. Soyez conscient de ça, parce que tout le monde n'en est pas conscient. Après, pourquoi je suis là? C'est parce que j'ai été invitée par des collègues qui m'aiment bien. Et je suis ravie d'être là. Mais bon, ça, j'aurais pu être ailleurs. Le jeune homme voulait. À la fin, on comptera le nombre de filles qui ont pris la parole. Bonsoir. Par rapport au fait qu'on peut donner des congés à des femmes quand elles sont en période de menstrues, est-ce que ça ne sera pas plus un frein dans le recrutement, sachant qu'un employeur va dire, bon, elle aura plus de vacances qu'un homme, et ça ne va pas encore plus privilégier les hommes par rapport aux femmes? Si c'est un frein, quand vous passez un entretien, si vous pensez que c'est un frein, allez dans l'entreprise d'à côté, parce que dans l'entreprise d'à côté, ça ne sera pas un frein. Donc surtout, n'hésitez pas. Hein, vraiment, ce n'est pas un problème. C'est pas un problème. Ça fait longtemps qu'on a dépassé ça. Hein. Ou alors, si vraiment vous en êtes, si le recruteur en est là, surtout, vous n'allez pas chez eux. Vous allez ailleurs. La maternité, ça fait longtemps. Vous voyez, il y a même des congés paternité. Il y a des hommes qui prennent leurs congés, qui prennent des congés parentaux, 1 an, 2 ans. Heureusement, on a dépassé ça. Mais pas partout, je suis d'accord. Pas partout. Donc, surtout, vous faites le choix en fonction de ça. Vous avez vos critères, vous aussi. Eux ont les leurs et vous avez les vôtres. Il y a des boîtes qui sont. Il y a une boîte marseillaise qui s'appelle Mail in Black. Je ne sais pas, peut-être vous connaissez. C'est une boîte qui produit un antivirus. Vous savez, quand vous essayez d'envoyer un mail à quelqu'un, c'est l'antivirus qui vous demande une confirmation. Et eux, ils sont Best Place to Work pour les femmes. Et en fait, ils ont effectivement des équipes uniquement équilibrées et avec un système de signalement si jamais il y a un problème, etc. Un signalement direct. Et voilà, c'est très, 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 on va dire, bienveillant. Oui, bonsoir. Moi, ma question, c'est que
qu'est-ce que ça va changer réellement qu'il y ait une égalité ou, je ne sais pas, une supériorité des femmes dans le métier des numériques? Qu'est-ce que ça va faire réellement? Quel enjeu, en fait, que ce soit politique, je ne sais pas. Est-ce que je pense, parce que dans tout ça, je pense que est-ce que tout ça, ce n'est pas seulement une question de ne pas se sentir moins seul ou quoi? Parce que ce que vous dites dans le milieu de la numérique, on a aussi la symétrie dans d'autres milieux, par exemple les lettres, le droit, on a beaucoup plus de femmes que de garçons. C'était la remarque de votre camarade, oui. Oui, mais sûr, moi, ma question plus précise, c'est que qu'est-ce que ça va changer réellement dans le métier de la numérique qu'ils aient plus d'hommes et qu'ils aient plus de femmes que d'hommes, en fait? Donc, j'ai pas passé de temps à expliquer ça parce que ce n'était pas l'objet ici, mais il y a des indicateurs précis sur la diversité et le résultat économique des entreprises. Je pourrais vous les envoyer a posteriori si vous voulez. Donc, c'est démontré que quand il y a de la mixité, quand il y a plus de mixité, quand il y a des femmes, quand il y a des, etc., on prend des décisions différentes parce que l'animation est différente, parce que la manière de réfléchir est différente. Et quand je dis femmes, c'est de la diversité maximale. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il n'y a pas de personnes handicapées dans une équipe, on ne pense pas aux handicapés. Le jour où il y a un handicapé, on dit, ah ben tiens, le site web, il faut que je le rende accessible. Il faudrait que je le mette, je ne sais rien, si vous avez un non-voyant, il faudrait que je le mette, etc., en audio. Voilà. Et tout ça, c'est comme le baby-foot. Ça rend les choses beaucoup plus ouvertes et diverses. Et il y a un intérêt économique, je crois que je ne l'ai pas assez répété, mais actuellement, il y a un intérêt économique à recruter des femmes. Ce n'est pas pour faire plaisir aux femmes. Hein. Ne croyez pas que... Voilà. Mais moi, il y a beaucoup d'hommes qui me disent qu'ils sont féministes parce qu'ils ont des filles. Moi, je dis les Afghans et les Iraniens, ils ont des filles aussi. Hein. Ce n'est pas pour autant qu'ils sont féministes. Donc, si vous voulez, en soi, le fait d'avoir des filles, ce n'est pas un truc... voilà. Mais actuellement, le levier, c'est que en fait, il y a un intérêt économique parce qu'il n'y a pas assez de bras. Donc, on se dit, même il n'y a même pas assez d'hommes. Donc, prenons des filles. Vous voyez ce que je veux dire? Et au-delà de ça, donc, on a rendu les choses, par exemple, en politique, on a obligé à avoir une parité. Dans les conseils d'administration des grandes boîtes, il y a une parité obligatoire, etc. Et en fait, on se rend compte que finalement, ça fait bien évoluer les choses. Ce n'est pas pour faire plaisir aux femmes. J'en suis persuadée. Allez, une question. Bonsoir. En fait, ma question était, pour le début, vous avez parlé, vous avez dit une phrase intéressante qui m'a un peu interpellé. Rien qu'une. Je pense que vous n'avez pas bien expliqué. C'était que la porte est bien ouverte aux femmes, mais elle est juste un peu lourde. Mais ma question était, qu'est-ce que vous entendez par elle est juste un peu lourde? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, l'idée, c'est, vous savez, quand on dit il n'y a pas assez de femmes et qu'on répond, eh ben, si elles veulent faire autre chose, elles n'ont qu'à faire autre chose. Vous voyez, c'est ça l'idée. C'est de dire que rien n'est interdit, mais ces biais qui sont implicites, invisibles, etc., font qu'en fait, c'est plus difficile. Vous savez, quand vous faites le cauchemar, là, que vous sentez que l'air est épais, vous avez envie de courir plus vite et puis vous n'arrivez pas à courir. Là. Bon, ben c'est ça, en fait. L'idée, c'est que si on part à égalité, il n'y a pas équité. Donc, vous mettez une femme et un homme sur une carrière donnée, avec les mêmes diplômes, etc. Et il est possible que l'évolution ne soit pas la même. D'accord? C'est l'histoire du testing du CV. Donc, l'idée, c'est de dire qu'en fait, la porte n'est pas fermée, mais qu'à un moment donné, si certains veulent rentrer, elle est plus lourde que d'autres. Et quand je parle des femmes, c'est d'autres minorités. Hein. Il n'y a pas que les femmes. Hein. Je veux dire, j'élargis parce qu'en fait, si vous voulez, les femmes, ce n'est pas un problème de quota puisqu'il y a moitié-moitié. Donc, il devrait y avoir des choses équilibrées. Et ce n'est pas le cas. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. La porte est ouverte, donc on n'interdit pas. Mais pour le faire, il faut beaucoup plus d'énergie et de punch. Est-ce que c'est plus clair comme ça, peut-être? Hein? Voilà. C'est comme si vous aviez une porte à battant et que du côté des mecs, elle va plus vite, elle est plus légère. Et pour les filles, il faut. Voilà, c'est ça un peu. C'est ce qu'on appelle la métaphore de la porte. Hein? Je rebondis sur les portes. Là, le monsieur m'a donné le micro. Oui. Et c'est parce qu'en fait, j'avais découvert une expression que vous connaissez sûrement, le sexisme bienveillant. C'est-à-dire qu'on ouvre la porte aux femmes, mais on n'est pas d'accord pour qu'elles accèdent à des postes de direction ou en politique, qu'elles montent dans... Voilà, donc c'était comme on discutait beaucoup de portes, je me disais, c'était l'exemple qui m'avait aidé à comprendre le sexisme bienveillant. On ouvre la porte aux femmes, on n'est pas d'accord pour le reste.
Et c'est pour ça que très souvent, ces problèmes, de toute façon, le développement durable et l'égalité, le sociétal, c'est très, très intime. Hein. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on vit ou on ne vit pas. Après, on peut vous imposer de ne pas utiliser votre voiture, etc. Il y a des gens qui vont spontanément le faire à vélo ou à pied, d'autres, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Et ce sont des choses sur lesquelles, effectivement, on peut mettre des quotas, on va dire, voilà, mais si au fond, on n'est pas convaincu, ça ne marchera pas. Et donc, la conviction, l'accompagnement, etc., c'est pour ça que très souvent, les rares femmes qu'on arrive à capter, on a 10-15% de femmes qui vont dans les boîtes, dans les ESN, en fait, à 40 ans, elles changent de métier. Elles vont sur des métiers support. Elles ne tiennent pas le coup. Parce que très souvent, elles ne sont pas accompagnées. Femmes ou hommes, encore une fois, hein, comme je disais, hein, je caricature sur du binaire, mais ça va au-delà. Ok. Donc, je propose qu'on continue le débat. Bon, en tout cas, quand vous ferez votre science des données, vos traitements de données, pensez-y, gardez-le quelque part en tête. On en reparlera dans quelques années. Oui. Donc, rendez-vous. Voilà. Merci.